sur les grandes campagnes nationales de prévention des accidents par mines antipersonnelles, dans des pays comme l'Angola, le Cambodge et dans d'autres pays. Vous savez, là où il y a des mines isolées, où il faut convaincre les populations de ne pas se rendre dans les zones minées. Et alors, il y a des spots radio, il y a des affiches, il y a du travail avec les communautés, il y a tout ce qu'on peut imaginer, des palestrades, du théâtre, il y a tout ça. Et puis, il y a quand même des accidents. Donc, il faut remettre une couche de ce qu'on appelait la sensibilisation autour de ces questions. Et on avait des mines éparses qui n'étaient pas répertoriées, et on devait donc éviter les accidents. Et la grande difficulté, c'était que les gens construisaient du savoir pour éviter de sauter sur les mines. On nous disait, ici, il y a des mines, il y avait des tas de branches, ce n'étaient pas des panneaux formels, mais il y avait une signalisation très empirique qui montrait qu'il y avait des mines antipersonnelles. Et les gens disaient, mais non, nous, on va contourner l'obstacle, on va pratiquer le brûlis, on va mettre le feu, et puis ça va faire exploser quelques mines. Et ça fonctionne, mais ça fonctionne pour quelques mines seulement. Alors si on voit que les mines explosent, on dit bah, c'est bon, elles ont explosé, sauf que manque de chance, il en reste. Alors on y va, et on a un accident. Ou alors on fait rouler une jante de camion devant soi et on marche dans les traces de la jante. On se dit avec la pression de la jante, si ça n'a pas explosé, c'est que je peux marcher. Eh bien non, parce que la pression d'une jante, elle n'est pas aussi forte que le poids d'un homme au centimètre carré. Donc accident. Donc il fallait travailler à rebours de ce savoir-là. Et ce qui était très difficile, c'est qu'on était dans une dimension de relation pédagogique avec des gens dont on ne voyait pas le visage, avec des gens qui étaient perdus dans une masse. Qu'est-ce que c'est qu'un village miné? Un village, c'est rien. C'est à la fois des centaines de personnes et c'est en même temps personne. Et cette absence de relation empêchait le travail relationnel. Et c'est un point pour moi qui a été très décisif. C'est que les meilleurs agents de transmission, d'élaboration de ces savoirs, appelez ça comme vous voulez, avec les populations, c'était des gens avec qui on avait une relation. Même si c'était une relation de sujétion, une relation de domination, une relation d'égalité, mais une relation. Et que sans cette dimension relationnelle, il n'y avait pas de savoir qui pouvait passer. Il n'y avait pas de construction du savoir. Donc, le travail avec les communautés, le mot communauté, c'est un mot trop vague. C'est ad hominem, c'est qui? C'est quel instituteur avec les enfants? C'est quel chef traditionnel de village? Comment il s'appelle? Quelle relation a-t-il avec les autres? Et c'est une fois que les choses étaient posées avec des noms et non pas une notion trop générale de communauté. Travailler avec les communautés, ça veut tout dire et en même temps, ça ne veut rien dire. C'est qui? Dans ces métiers relationnels, la relation pédagogique ne pouvait se faire que parce qu'il y avait une relation. C'est une lapalissade, je vous l'accorde, mais en même temps, sur le terrain, ce n'était pas aussi évident que cela. Bien. Là encore, on peut se demander qui peut dire ou pas qui est capable d'éduquer ou pas. Et je crois que la première condition, c'est effectivement la relation. Ce n'est pas tant l'institution. Alors, on a vu la première question qui est la relation centre-périphérie à travers la relation pédagogique. Qui est à même de dire ce qu'est une bonne relation pédagogique? Pas seulement l'institution, évidemment pas. Et puis, il y a un deuxième point, c'est celui que je vais aborder maintenant. L'assentiment de la société se porte aussi sur les savoirs. Et c'est là que je vais aborder la question de l'hétérodoxie ou de l'orthodoxie des savoirs, ce que j'ai appelé le braconnage, ou la réflexion sur la fraude et l'imposture.
Alors, j'ai fait exprès d'utiliser des mots très forts. Ce n'est pas pour le goût de la provocation. Mais je crois que la question se pose aussi comme ça. S'agissant de l'école, ce qui légitime, dans les grandes lignes, un savoir, c'est tout de même l'imprimature de l'État sur le choix des savoirs. Alors, je sais, vous m'objecterez qu'il y a le curriculum prescrit par l'État, puis le curriculum caché. D'accord. Et puis, on sait que les usagers construisent eux-mêmes leur curriculum et qu'il vient, ce curriculum, hein, c'est le processus bottom-up, quoi, il vient modifier le curriculum prescrit. Alors, il y a des travaux qui portent là-dessus, sur les adaptations du prescrit sur le demandé. Mais néanmoins, il y a quand même un lien très fort entre l'imprimature donnée au savoir par la cléricature du savoir. Hein. Et je crois qu'il faut remonter à une histoire très ancienne de l'éducation. Moi, je m'intéresse beaucoup aux religions, notamment au judaïsme. Eh bien, la question du scribe, c'était aussi la question de savoir qui était détenteur et intercesseur, détenteur du savoir divin et intercesseur avec les hommes. Le scribe était celui à la fois qui transmettait un savoir d'origine divine, qui le transmettait aux hommes. Alors ça vaut à Babylone et ça vaut pas seulement dans le judaïsme. Bref, on a une forme de certification des savoirs qui est liée à la cléricature, qui est liée à la sécularisation aujourd'hui de la cléricature, à travers des institutions qui sont laïcisées. Et cette perpétuation, qui a été d'une tradition religieuse, s'est sécularisée, elle s'est affranchie de la tutelle scripturaire, de la tutelle du texte, et elle s'est organisée, tournée du côté de la vérité scientifique et de l'objectivation. Ça, je vous le concède tout à fait. Mais néanmoins, il y a une forme d'orthodoxie dominante. Alors, elle est d'autant plus puissante qu'elle joue à l'intérieur de ce qu'on appelle, je ne sais pas comment vous appelez ça au Canada, la cheminée scolaire. Alors, cheminée scolaire, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On utilise cette expression. C'est l'idée qu'une cheminée, la cheminée scolaire, c'est l'idée que on a, comme dans toute bonne cheminée, on a un processus d'aspiration. C'est un processus législatif, l'obligation scolaire, qui fait qu'une démographie va être aspirée à l'intérieur d'un dispositif institutionnel. Et comme toute bonne cheminée, si elle fonctionne bien, la fumée sort par le haut. Et donc, la cheminée scolaire, c'est un processus, d'aspiration d'une classe d'âge, qui est aspirée dans la cheminée et qui doit sortir, si possible, le plus haut possible. Toute sortie latérale est comprise comme un échec. Bon. Et à l'intérieur de la cheminée scolaire, on a plusieurs conduits, des courts, des longs, enfin, on a de la tuyauterie. Bon, c'est un peu simplificateur, hein, ce que je dis, j'en conviens bien. Mais enfin, c'est une image. Et évidemment que cet effet d'aspiration d'une classe d'âge, y compris dans des États où cette classe d'âge n'entre pas totalement, mais on aimerait qu'elle entre totalement, eh bien, constitue l'accès obligé de certification des savoirs. Alors, cette dimension, elle a deux effets. Elle a un effet plutôt négatif. D'abord, c'est une inflation de la hauteur de la cheminée. Une cheminée de plus en plus haute. En même temps, une hypertrophie de la certification. On certifie tout. Le nombre de diplômes universitaires a augmenté de façon exponentielle dans les 20 dernières années. La diplômite, maladie du diplôme, on a une profession, je vous parle de la France, par exemple, détective privé. Avant, on pouvait aller se mettre un journal avec 2 trous pour espionner la voisine qui trompait son mari ou je ne sais pas quoi. Maintenant, il faut un diplôme. C'est fini. On ne peut plus visser sa plaque comme détective privé. Et on a un ensemble de professions qui sont entrées, peu ou prou, dans le domaine de la certification obligée. Hypertrophie, allongement de la cheminée scolaire, avec des effets de placement, des effets sociétaux très, très lourds, hein, notamment en période de crise sur le placement des jeunes. Et puis, peut-être un effet encore plus grave,
dans cette certification, c'est que tout est devenu susceptible d'authentification par la cheminée scolaire, y compris les actes primordiaux de l'existence, à savoir par naître et mourir. Alors la mort n'est pas encore certifiée par l'école, mais laissons encore du temps. L'amour, non plus. Si l'amour s'apprend à l'école, alors là, c'est que nos sociétés sont devenues folles. Mais la naissance entre déjà dans des formes certificatrices. Nous avons déjà scolarisé d'une certaine manière l'acte, la préparation à l'accouchement. Nous l'avons enrôlé dans des formes didactiques. C'est tout l'établissement de la forme scolaire à l'ensemble des activités éducatives générales. Mais les actes fondamentaux de l'existence sont rangés de ce côté-là. Alors, l'effet positif, c'est qu'il y a néanmoins quelque chose qui est intéressant, c'est la stabilité. Et quand je dis la stabilité, c'est au sens le plus profond du terme, c'est au sens de l'État. Vous savez que le mot État, alors en français, ça vient, enfin en français, dans la langue française, ça vient, paraît-il, de l'indo-européen. Je ne parle pas très bien indo-européen. Stat, qui veut dire droit, ce qui tient droit. L'État, c'est ce qui fait tenir droit, ce qui a donné le mot statut, avec un T, comme la statue également, qui a donné statistique. C'est donc la stabilité, c'est la permanence d'une institution. Et une institution, dit Castoriadis, se caractérise par quelques éléments simples. Il lui faut d'abord un corps de doctrine, un credo, ce que je crois, et une organisation. Mais il lui faut aussi de la durée. Et la stabilité des institutions est une force. Sans doute que nous ne serions pas là si nous n'avions pas cette stabilité-là à réfléchir ensemble. Alors, évidemment, ce que Philippe Mérieux a appelé la machine-école, c'est cette grosse structure-là. Et c'est elle, évidemment, qui donne l'impression de détenir la possibilité de l'imprimature, la possibilité de l'assentiment au savoir. Bon. Donc, ce qui serait en dehors de cette cheminée scolaire relèverait possiblement du braconnage, de, utilisons le mot, de l'imposture ou de la fraude, y compris dans l'acte pédagogique. Ce n'est pas une affirmation, c'est une question. Alors, je ne crois pas que les savoirs appris en dehors de la sphère scolaire soient de facto braconnés. Pour une raison première, d'abord, c'est que l'institution s'auto-limite. Alors, c'est très important. Et c'est tout le rapport très complexe qu'on a avec le libéralisme. L'État, y compris et surtout l'État libéral, c'est-à-dire au sens politique du terme, s'auto-limite dans les savoirs qu'il entend distribuer. Certains savoirs, dit-il, relèvent, évidemment, peut-être que vous pensez à la question de la laïcité en France, c'est ça. Certains savoirs relèvent de la sphère privée. Et quand je dis savoir, je parle aussi des croyances. Je parle aussi des identités. L'État libéral s'auto-limite. Il limite donc son propre pouvoir sur les savoirs. Donc, ce qui s'apprend en dehors de la sphère scolaire n'est pas braconné. Il n'y a pas de voie unique et puis du grappillé ou du glané à côté. Non, c'est fait exprès. Il y a une place importante. Et c'est vrai que dans les États totalitaires, on veut s'approprier la totalité des savoirs. Ce qui se passe dans une école de Corée du Nord, c'est la totalité des savoirs, y compris les savoirs qui touchent à la morale, y compris les savoirs qui touchent à l'intime, doivent être
marquée de l'empreinte de l'État. Bon. Alors, il y a néanmoins un domaine où le braconnage paraît exister. Mais je dis bien paraît, parce que ce n'est pas sûr qu'il existe. Je vais prendre un exemple. L'exemple d'un garagiste, et si vous avez voyagé, et vous avez peut-être vu cela, des garagistes qui sont sur des coins de trottoir, qui ont un pick-up tout cabossé, qu'un client leur amène. Ils n'ont pas d'atelier avec un toit, ils n'ont presque pas de machine. Et puis, ils vont changer le bas du moteur, le vilebrequin, la bielle, c'est-à-dire des pièces complexes. Éventuellement, la boîte de vitesse. Mais sauf que ce garagiste-là, il ne va pas aller chez le constructeur chercher une pièce neuve, parce que le client ne l'a pas commandée, parce que le client, il n'a pas l'argent. Il va l'avoir forgée, cette pièce. Il va l'avoir forgée dans une forge qui est une forge, qui ne ressemble pas à une forge classique, mais néanmoins, la pièce va exister. Elle va sortir de la forge, et elle va être installée, et elle va fonctionner. Mais elle va fonctionner pas très longtemps, parce qu'elle va casser, parce que la pièce est de mauvaise qualité. Il se trouve que ce garagiste-là, dans le secteur de ce qu'on appelle l'économie informelle, il a transmis son savoir. Et si on est en Afrique, il l'a transmis à travers une relation pédagogique. Et que la mécanique, ça s'apprend. Comme la ferblanterie, comme la maçonnerie, comme tous les métiers s'apprennent. Eh bien, est-ce qu'on peut parler de savoir braconner? Non. Qu'est-ce qui légitime la qualité de ce travail? Est-ce qu'il faut, pour légitimer la relation pédagogique qui s'est instituée entre le patron et son apprenti, il y a deux systèmes en Afrique, vous savez, il y a le système sahélien et le système côtier. Le système sahélien, en gros, on a un contrat avec son patron qui nous forme pendant tant d'années, on paye pour entrer et puis on paye pour sortir. Bon, le système côtier, on ne paye pas, ni à l'entrée ni à la sortie. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, mais peu importe. Bref, il y a une relation pédagogique qui s'installe. Est-ce que cette relation pédagogique, elle relève de l'imposture? Non, on fabrique bel et bien la pièce. On répare le moteur, certes mal, parce qu'on n'a pas la pièce d'origine, mais on le répare. Alors qu'est-ce qui légitime le résultat dans ce cas-là? Ce qui légitime, c'est le contrat. Qu'est-ce qui fait la légitimation de la relation pédagogique? La légitimation de celui qui achète le service, c'est l'existence d'un contrat qui peut être simplement topons une main dans l'autre. Je sais que la pièce que tu vas mettre dans mon moteur sera une pièce de mauvaise qualité, mais je sais aussi que dans cet échange-là, j'en aurai pour 3 mois de mes revenus au lieu de 8 ou 10 mois si je prends une pièce constructeur. Je sais que la pièce va casser. Mais j'établis avec toi une relation de contrat. C'est cette relation de contrat qui légitime notre accord. Est-ce qu'il y a fraude? Est-ce qu'il y a imposture? Non. Est-ce qu'il y a braconnage? Non. Et c'est là, je crois, que s'établit une question qui me semble vraiment fondamentale, c'est celle de la légitimation, qui est la légitimation de gré à gré. Nous sommes effectivement dans une relation d'ordre commercial. Ce qui me lie à toi, c'est que tu fasses ce que je te demande, et ce qui te lie à moi, c'est que je te paye. On est dans une relation d'échange. Bon. Alors la légitimité de ce savoir et de la relation qui la suppose, elle tient non pas au résultat obtenu, il n'y a pas de niveau acceptable de performance, un NAP comme on appelle ça, il y a simplement une relation. Vous savez ce qu'Hannah Arendt disait d'un métier? Elle disait, un métier c'est 3 choses, c'est de l'action, le
le fait d'agir, soit intellectuellement, soit manuellement, soit les deux. En général, c'est les deux. C'est de l'échange, souvent de l'échange d'argent. Et c'est une œuvre. C'est la production de quelque chose. Si un métier, c'est un tabouret à 3 pieds. Si ces 3 conditions sont réunies, alors on a un métier. Et à l'intérieur de cela, la relation pédagogique peut exister. Mais le métier n'est légitimé que si il existe à un moment donné un échange. Et s'il n'y a pas d'échange, Hannah Arendt dit c'est très simple, s'il n'y a pas d'échange, si on a simplement l'action et l'œuvre, on est dans l'art pur et parfait. L'art ne se vend pas, l'art pur, l'art pour l'art ne se vend pas. Est-ce qu'on a besoin alors de la légitimité d'une institution? Est-ce qu'on a besoin alors d'une imprimature institutionnelle? Bon. Alors, je vois que le temps passe. On doit arrêter à 1 heure, hein, c'est ça? Ouh là, il faut que je me dépêche alors. Bon. Alors, je passe tout de suite au dernier point. J'ai parlé de la question de la mémoire. Et j'en dis juste un mot avant de conclure sur le supplément d'âme. Bon. Je vous ai dit que je travaillais sur le handicap, j'en ai pas dit un seul mot. Je vais publier un livre qui sort au mois de février sur la mémoire, les lieux et le handicap. Et je m'interroge sur l'action que nous avons à la fois individuellement et collectivement sur la mémoire dans les sociétés, qui est une relation d'ordre éducatif. Ce n'est pas l'école, ce n'est pas seulement les institutions, c'est aussi si on parle latin, le socius, hein, le socius, si on ne parle pas à la latine. Bon, c'est-à-dire la socialité. Cette question de mémoire, elle appartient pas seulement aux professionnels, elle appartient aux citoyens, elle appartient à la culture, elle appartient même, allons au-delà, à la civilisation, aux civilisations. Et je crois que cette question de la mémoire, elle se pose de façon très puissante aujourd'hui, parce qu'elle crée des tensions. Regardez alors que vous connaissez au Québec sur la question des populations autochtones, ce qu'on a en Europe autour des questions de l'esclavage, qui se pose aujourd'hui sur la question du handicap. Quelle mémoire avons-nous? Alors c'est une question qui s'est posée à propos de la Shoah. Quelle mémoire avons-nous de l'histoire? Quelle mémoire avons-nous de nos identités? Eh bien, je prétends qu'on a le même travail à faire sur la question du handicap et sur la question, on pourrait très bien faire une expansion de ça, sur la question de la fabrique du mémorable en éducation. Qu'est-ce que... Regardez comme c'est assez incroyable. Chaque fois qu'on parle de quelqu'un qui a accompli un apprentissage en dehors de la sphère scolaire, ou très tardivement, on dit qu'est-ce qu'il a du courage. Eh bien, on a une mémoire trouée de ces milliers de cas particuliers qui ont joué de leurs accomplissements, soit tardifs, soit latérales par rapport à la sphère scolaire, comme d'éléments très particuliers. C'est-à-dire que nous avons une mémoire collective sélective. Nous avons une mémoire de l'institution et une mémoire de cas particuliers. Je crois que nous avons à travailler sur cette manière. Bon, je n'aurai pas le temps de développer ça. Juste 2 choses. Je crois que je l'ai mis là-dessus. 2 choses pour illustrer ça. Vous avez au Musée national de Washington, aux États-Unis, le fauteuil de Ed Robert, fondateur du mouvement Independent Life, le fauteuil d'une personne qui était paralysée, qui est posé comme un élément de la culture nationale américaine. Extraordinaire. Le seul musée que j'ai vu au monde, je n'ai pas vu beaucoup, mais enfin, le seul où ça entre dans la mémoire nationale, que ces populations-là entrent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la relation de l'État à sa population,
qui est une relation didactique, pédagogique? C'est une relation enfermée dans l'institution, ou est-ce que c'est aussi une question qui peut être dirigée au-delà des institutions? Et je crois qu'on a à se poser cette question-là. Je conclus sur le supplément d'âme. Je laisse cette partie-là, tant pis. Alors, vous avez compris que sur le supplément d'âme, j'avais mis une diapo, j'ai dit l'âme n'est pas morte, elle est increvable. Alors, réfléchir sur la mort du supplément d'âme, c'est une erreur, parce que je crois que ce qui anime fondamentalement l'éducation, ce que j'ai mis la traduction en hébreu, ruach, c'est le souffle. Qu'est-ce qui fait qu'une éducation existe? C'est qu'il y a un débordement, c'est qu'il y a une nécessité fait loi, on a vocation à transmettre quelque chose. Je sais qu'en sciences de l'éducation, le mot transmission a été banni pendant des années. On parlait de co-construction des savoirs, on ne parlait pas de transmission des savoirs. C'était absolument tabou. Maintenant, ça revient. C'est très amusant d'ailleurs de voir les mouvements de balancier. Bon, qu'est-ce qu'on transmet? Eh bien, on transmet ce qui nous semble avoir du souffle, c'est-à-dire cette impossibilité de décrire aussi ce souffle-là. Qu'est-ce qui a fait que certains mouvements éducatifs sont nés? Ils sont nés parce qu'on sentait, de façon très indistincte parfois, comme une nécessité. Et ce que je perçois, et ce que j'ai perçu en lisant un certain nombre d'ouvrages, c'est que nous sommes dans une période de transition très puissante, où il me semble que la question de l'éducation ne peut plus se poser en matière de reconnaissance de dispositifs. C'est une manière d'aborder la question, mais il me semble qu'avant de parler de professionnalisation, il faut parler de profession de foi, c'est-à-dire ce que je crois, quelle est la nouvelle configuration de l'éducation. Il faut, et j'exagère à peine, il faut réécrire l'Émile de Rousseau. Il faut réécrire l'éducation en tant qu'elle n'est plus contenue dans les dispositifs, ou plus seulement. C'est-à-dire, il faut redire quel est son souffle. Mort du supplément d'âme, c'est-à-dire mort de l'éducation non formelle, libératrice des populations opprimées, oui, absolument, parce que c'était une vision trop simple. Mais il faut repenser, à mon sens, et je crois qu'à Sherbrooke, toutes les équipes de recherche qui travaillent sur des questions très importantes sont là pour écrire cette nouvelle éducation. Alors, il ne s'agit pas de refaire, il s'agit de refaire ce qui me semble nécessaire, et je vous parle tout à fait sincèrement, c'est de refaire une nouvelle configuration de l'éducation ouverte. L'éducation, ce n'est pas seulement ce qui conduit à l'étonnement, c'est ce qui étonne en elle-même. Et je crois que nos doutes que nous avons aujourd'hui autour des communautés actives d'apprentissage, de l'élargissement, de la certification, de la reconnaissance, montrent bien que ça pousse. Ça pousse pour redire aujourd'hui ce qu'est l'éducation. Et je crois qu'on a plus besoin de repenser une doctrine d'éducation, et mettez ce mot au mode mineur. Je n'ai pas dit un dogme, j'ai dit une pensée, une doctrine. On a besoin, il me semble, de repenser une doctrine de l'éducation avant de repenser des dispositifs. On a beaucoup critiqué, et je crois qu'on avait tort, le langage de l'éducation lorsqu'il parlait la langue de la métaphore, notamment la langue de la métaphore horticole. Rappelez-vous, quand on disait l'épanouissement de l'enfant, toute cette manière de parler qui était compréhensible à chacun. Mais c'était en même temps aussi une forme discursive très utile, parce que très partageable. Et je suis pas militant, mais je suis plutôt du côté, et j'aime bien ici comment vous fonctionnez, parce que vous avez une faculté d'éducation.
Je suis plutôt du côté de l'atelier que du côté des sciences de l'éducation. Je pense que nous devons renouer un art de faire. Regardez comment dans les universités, on invite des écrivains dans les facs de lettres pour dire aux étudiants « voilà comment on écrit, voilà comment je fais ». Je ne sais pas bien vous dire, mais voilà comment je fais. C'est-à-dire que l'atelier, c'est là où on travaillait le bois et c'est là où s'élabore l'œuvre. Eh bien, faculté d'éducation, c'est là où s'élabore l'œuvre d'éducation. Et les sciences de l'éducation, ce sont peut-être un petit peu, et là encore, nouvelle rafale dans les pieds, se sont peut-être un petit peu fourvoyés dans une forme de scientificité qui s'est voulue non métaphorique, qui s'est voulue très objectivante. Et je crois qu'on gagnerait beaucoup à la fois à simplifier et à retourner dans cette langue-là. Voilà, désolé d'avoir été trop long, je vous remercie. Voilà. Si vous avez des questions, je peux répondre. L'autodidactie, oui. Eh bien, vous voudriez comment je la situe? Oui, je la situe dans tout ce que j'ai dit. Alors plutôt tout ce que j'ai pas dit, parce que alors j'avais écrit des tas de trucs, hein, mais bon, ça, finalement ça passe. On a toujours peur de pas faire assez. Alors l'autodidactie, vous savez, je ne sais pas comment vous traitez ça au Canada. En France, c'est une notion qui est très critiquée. Elle a été très critiquée par les sciences de l'éducation. Vous savez pourquoi? Parce qu'on disait que, d'abord, il n'y a pas d'autodidactie. On ne se fabrique pas tout seul. On se fabrique avec une sociabilité qui est celle des livres, du cinéma, d'un ensemble de facteurs qui nous sont exogènes et qu'on intériorise peu à peu. Mais bref, on se socialise avec quelque chose. Donc l'auto, hein, le préfixe auto, était contesté. Bon, ce que je peux entendre. Je crois que... vous savez, il y a des tas de domaines qu'on va prendre comme des domaines marginaux. L'autodidaxie, il faudrait que je vous réponde en 2 minutes. Oui. Alors, voilà, mais si vous voulez, en gros, on a vis-à-vis de l'autodidacte 2 regards. Soit le regard, un regard de sympathie, de bienveillance, lorsque l'autodidacte s'intéresse à des domaines qui sont a priori non nocifs, sans risque pour les autres. On sait bien que est-ce qu'on irait se faire soigner les dents par un dentiste autodidacte? J'imagine bien qu'il n'aurait pas beaucoup de clients. Et du coup, il n'aurait pas beaucoup de contrats qui légitiment. Mais imaginons qu'on ait besoin de quelqu'un pour faire notre jardin. Qu'il ait un diplôme d'horticulture et qu'il n'en ait pas. Comment on va contracter avec lui? On va contracter en fonction du résultat qu'on suppose qu'il va obtenir. Et on va se mettre d'accord sur le coût à payer. Est-ce qu'il y aura un grand risque? Pas. Donc, je crois qu'on regarde aussi la question de la relation bénéfice-risque. C'est une relation très importante et très structurante. Et je ne suis pas sûr que la relation bénéfice-risque, elle soit toujours bien évaluée par les institutions. Elle l'est parfois, dans le domaine de la santé, et heureusement, parce que les institutions sont utiles, mais parfois pas très bien. Voilà, en un mot, mais on pourrait développer. Je vous en prie.